Bonjour à toi. Ça va. Bonjour. Alors, les Jeux Olympiques se sont terminés? Ouais, tu avais évoqué le fait qu'il fallait attendre la fin des Jeux Olympiques. Ah oui, je t'avais dit il y a 6 mois qu'on serait tranquille jusqu'au JO. Et qu'après, les problèmes risquaient de commencer. Voilà. Voilà, on y est. On y est, c'est que le début. Parce que bon, je ne parlerai pas beaucoup de ce budget, parce que encore faut-il qu'il soit voté. Parce que vu la chambre qu'on a, qui est ingouvernable, qui est plus près ingouvernable que gouvernable, donc on va s'éloigner, parce qu'on ne va rien entendre. Donc, Voilà, si tu veux, voilà, là, ça sera mieux, parce qu'on ne va rien entendre. Donc, oui, je n'ai pas grand-chose à dire, moi, sur ce qui se passe en ce moment. Comme je te l'ai dit il y a 15 jours, on va vers des politiques de briques et de broc, voilà. Cas un cas, moi je t'avais dit ça, des politiques de briques et de broc, cas un cas, voilà c'est ce qu'on est. Alors, il a pris toute une série de mesures, il a piqué un peu ici, 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 il n'y a pas trop de cohérence à tout ça. Alors, il avait dit évidemment que ça serait les très riches qui paieraient, mais ça je t'avais dit la semaine dernière, que c'était pas possible. Pour qu'un impôt rapporte, il faut qu'il touche tout le monde. Tous les fiscalistes le savent. Un impôt qui touche tout le monde, c'est un impôt qui rapporte le plus. Genre TVA, CSG, un impôt de niche, même sur les très riches, ça rapporte des sommes limitées. Voilà. Donc on paiera tout ça. On va tous payer dans les années qui viennent. On va tous payer, les classes moyennes, les PME, voilà, comme je te l'ai toujours dit, les PME et surtout les classes moyennes qui vont payer dans les années qui viennent. C'est pas trop le budget 2025 qui m'inquiète, c'est plutôt la tendance de fond, qui est le décrochage économique et industriel de l'Europe, impressionnant, et c'est à mon avis, le décrochage des classes moyennes dans les années qui viennent, parce que c'est elles qui vont être mises à contribution. Alors pour 2025, il y a une certitude, c'est que les tarifs des assurances vont augmenter. Toutes les assurances, les mutuelles évidemment, vont augmenter l'année prochaine parce que la Sécu se décharge de plus en plus. Tu as vu que dans le projet de Barnier, il y a le fait que les consultations médicales ne soient plus remboursées qu'à 60% par la Sécu au lieu de 70%. Donc c'est les mutuelles qui vont prendre en charge le différentiel et qui vont augmenter leurs tarifs. Voilà. Les assurances habitation aussi vont augmenter l'année prochaine à cause des risques de catastrophes naturelles qui augmentent. Les assurances automobiles aussi vont augmenter en 2025 à cause du fait que les pièces détachées des constructeurs sont de plus en plus chères. Parce que les constructeurs, ils limitent le plus possible les prix à la vente de voitures neuves. Mais ils se rattrapent en laissant flamber les prix des pièces détachées. C'est d'ailleurs pour ça que tant de voitures sont désossées dans les rues maintenant. Voilà. Donc, malheureusement, il faut prévoir pour l'année prochaine, ça on en est sûr, une augmentation du tarif de toutes les assurances. Voilà. Donc, monsieur Barnier, il faut voir si ça va être voté tout ça, parce qu'il y a de nombreuses oppositions. S'il n'y a pas le gouvernement, ne va pas être renversé, je ne pense pas tout de suite, mais que tout va être voté. Voilà. C'est quand même curieux de voir un gouvernement de droite se proposer d'augmenter les impôts. C'est quand même très très curieux quand même. Alors qu'on est déjà, la France est le pays qui a la plus lourde fiscalité par rapport au PIB. Déjà, on va encore augmenter les impôts. Ça ne va rien résoudre du tout. Ça fera peut-être passer le budget 2025, mais à moyen long terme, ça ne va rien résoudre du tout, parce que ça va augmenter l'effet récessif. Voilà, moins d'argent en circulation. Et le fait d'augmenter les impôts ne risque pas de tuer les petites entreprises? Oui, bien sûr. Parce que moins tu as d'argent en circulation, moins le commerce se fait, moins il y a de consommation, moins les entreprises embauchent. Déjà que les entreprises les PME sont asphyxiées par les impôts et par les charges. C'est surtout les PME qui embauchent en France, quasiment uniquement les PME. Les grands groupes qui sont cotés en bourse, eux, ils ont tendance à dégraisser, parce qu'il faut satisfaire les actionnaires, à verser des gros dividendes. Alors c'est les PME qui embauchent en France, mais les PME, malheureusement, elles payent énormément d'impôts et de charges, on leur met énormément de normes et de réglementations sous le dos. Donc malheureusement, tout ça, à mon avis, va avoir un effet récessif. Enfin,
j'entends des gens de gauche qui poussent des cris d'orfraie sur le budget Barnier 2025. Pour moi, c'est du pipi de chat. Hein. C'est un budget pipi de chat de briques et de broc, K1K. Ça ne va pas résoudre grand-chose. Il pique un peu partout, quoi, voilà. Voilà, donc c'est surtout la tendance de fond qui est inquiétante, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le décrochage économique et industriel de l'Europe qui est impressionnant. L'Europe a été absente complètement des deux grandes dernières révolutions IA et Internet. Et c'est surtout la descente, je ne sais pas si c'est une descente aux enfers, mais le décrochage des classes moyennes dans les années qui viennent, à mon avis. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Le budget, il faut voir comment il va passer. Hein. Dans une chambre qui est complètement éclatée, hein, avec un RN qui pour l'instant soutient le gouvernement, mais qui sait que s'il vote trop de mesures impopulaires, il va être sanctionné par son électorat qui est essentiellement populaire. Donc le RN n'a pas trop intérêt à ce que le gouvernement Barnier réussisse, évidemment. Hein. Il joue un jeu très ambigu, le RN. Les macronistes, t'as vu comme ils tombent sur le LR en ce moment, hein, soit disant qu'ils sont contre l'augmentation des impôts. Ben, je comprends qu'ils soient contre l'augmentation des impôts, mais enfin, ils ont laissé flamber la dette de 1000 milliards en 7 ans, sans obtenir croissance en plus. Ils sont un peu culottés, hein, les macronistes. Hein. Voilà, c'est la politique, les calculs politiques, tout ça. Hein. Voilà. Et Barnier, Barnier là-dedans, il est dans un champ de ruine. Hein. Il est un peu dans un champ de ruine financière, d'autant plus qu'il sort d'un camp politique qui est extrêmement faible à l'Assemblée, hein, qui est assez peu représenté à l'Assemblée, entre 40 et 45 députés, je crois qu'ils ont LR. Hein. C'est même invraisemblable qu'on désigne un Premier ministre, quelles que soient ses qualités, ses défauts, qui est issu d'un camp extrêmement minoritaire. Hein. Donc c'est une immense ratatouille tout ça, hein, depuis le début. Hein. Une immense ratatouille. Et quand on voit le gouvernement qui est au meilleur soin avec le RN, hein, qui était dans les meilleurs rapports avec le RN, évidemment, parce qu'ils n'ont pas envie que le RN s'associe au front de gauche pour une motion de censure. Enfin, quand on voit le sort qui a été réservé au RN entre les deux tours des législatives, où c'était un parti pestiféré, où il y a eu ces 200 désistements pour éviter que le RN prenne l'Assemblée, hein, et arrive au gouvernement. Maintenant, il n'y a pas meilleur copain que les RN, presque, hein, pour le gouvernement. Enfin, tout ça est une immense ratatouille. Il faudra donc faut attendre, savoir comment tous ces projets de loi vont pouvoir passer auprès de l'Assemblée, dans une assemblée éclatée. Et puis il faudra voir au mois de novembre ce que va donner le résultat des élections américaines, parce qu'on dépend, malheureusement, beaucoup du résultat des élections américaines. Voilà, qui va l'emporter entre les démocrates et les républicains, parce que la politique de la Banque centrale américaine aussi, après les élections, voir s'ils vont baisser les taux, mais s'ils baissent les taux, ce qu'ils font, ça fait flamber l'inflation. Enfin bon, il faut voir ce que va donner au mois de novembre le résultat des élections américaines. Hein. Voilà. Dans un contexte économique mondial qui n'est pas bon, hein, je te l'ai toujours dit. Même l'Inde, qui était le seule région du monde où il y avait une croissance assez soutenue, ça y est, la croissance en Inde s'essouffle. En Chine, je te l'ai dit 10 fois, c'est fini. La Chine n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. La croissance économique chinoise est en train de s'effondrer. Elle n'est pas du tout de 5%, hein, comme disent les gouvernements chinois. Elle est autour sans doute de la moitié. Ils sont en train de faire des grands plans de relance, le gouvernement chinois, de planches à billets, comme nous. Ils deviennent de plus en plus endettés comme nous. Hein. Ils font des grands plans de planches à billets pour essayer de relancer leur économie. Hein, qui est en récession pour certaines raisons que je pourrais te parler. Le Japon, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de croissance. L'Europe, c'est le Titanic. Économiquement, l'Europe, c'est le Titanic. Il s'y produit plus grand-chose. Hein. Une population vieillissante qui fabrique et produit plus grand-chose. Il ne se passe plus grand-chose en Europe. C'est un peu le Titanic, l'Europe, en ce moment. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. Comme tous les samedis, je répète toujours un petit peu la même chose, je sais. Mais pour l'instant, attendons de voir ce qui va se passer au mois de novembre aux États-Unis, car malheureusement, on dépend des États-Unis pour tout, pour l'économie, pour la finance, pour le mode de vie, pour tout. Hein, voilà. Donc, oui, parce que les États-Unis nous dictent la conduite qu'on doit suivre. Oui, avec l'Ukraine, il est clair qu'ils nous ont indiqué notre conduite. Hein. Et qui a saboté le gazoduc russe, hein. Qui a saboté la CIA, hein, d'une manière ou d'une autre. Ils ont peut-être délégué ça aux Britanniques qui ont un grand pouvoir en la matière, un grand savoir-faire en la matière, mais c'est la CIA qui a fomenté ça, hein, et qui a d'ailleurs contribué à couler l'économie allemande. Hein, qui vivait beaucoup grâce au gaz russe,
pas cher. Il n'y a pas que ça qui a coulé l'Allemagne, mais ça a coulé en partie l'Allemagne. Hein. Et c'est étonnant que les services secrets allemands comme les services secrets français n'aient strictement rien dit, ne font rien. Ça c'est extraordinaire. La CIA a contribué à couler l'Allemagne en faisant exploser le gazoduc russe, mais enfin, les services secrets allemands ne disent rien, les services secrets français ne disent rien. C'est invraisemblable la situation actuelle. Parce que l'Allemagne, ils sont dans une sacrée merde, hein. Ils sont dans une sacrée récession, ils n'en voient pas le bout. Hein. Il n'y a pas que le gazoduc russe, il y a aussi la démographie vieillissante, il y a le fait qu'ils sont concurrencés de plus en plus par la Chine et par l'Inde pour l'industrie et les technologies. Hein. Il y a le fait aussi qu'ils sont de plus en plus emmerdés par les écolos, les écolos leur demandent de sacrifier le thermique, le nucléaire. Bon, le coût des gazoducs que la CIA a fait sauter, ça a quand même bien contribué à couler l'Allemagne. Hein. Et on n'a pas à s'en réjouir, nous, hein, quel que soit le passif qu'on a avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la première puissance, c'est toujours la première puissance économique en Europe, premier client, premier fournisseur de la France, hein, premier partenaire. Que l'Allemagne soit en récession, et pour plusieurs raisons, et n'en voit pas le bout, c'est quand même très inquiétant pour l'Europe et pour nous. Hein. Voilà. Surtout, c'était l'Allemagne qui garantissait l'euro, quoi. Oui. Sans Allemagne, l'euro, ça ne vaut plus rien, quoi. Ah oui, l'euro, on peut se poser déjà, ça vaut plus grand-chose, mais... Ah oui, on peut se poser des questions sur l'avenir de l'euro, là. Hein. Tu te rends compte de la situation, la première puissance est en récession, la deuxième et troisième puissance de l'Europe, c'est-à-dire la France et l'Italie sont en quasi-récession aussi, hein, parce que le peu de croissance qu'ils ont, il est financé par le déficit. Ils sont archi endettés, ces deux pays. Question industrielle, l'industrie italienne est un peu plus prégnante que l'industrie française, mais ils ont une industrie déclinante, les deux pays. Donc le paysage économique et financier de l'Europe est très inquiétant, et on peut se poser des questions sur l'avenir de l'euro. Hein. D'ailleurs, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, a pondu un grand rapport il y a 2-3 mois, très inquiétant pour l'avenir de l'Europe. Hein. Voilà. Maintenant, je ne connais pas l'avenir, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la vie et la survie de l'euro, hein, dans de telles conditions. Rappelons quand même que les deux grandes révolutions technologiques qu'il y a eu depuis 20 ou 30 ans, Internet et l'IA, l'Europe est passée complètement à travers. Hein. On est dirigé par des hauts fonctionnaires, de toute façon. On le voit bien en France avec les énarques, nos 40 ministres énarques. En France et en Europe, on est dirigé par des énarques qui ne connaissent absolument pas le monde de l'entreprise. Et c'est toujours mauvais dans un système, dans un pays, quand tout le monde sort du même moule. Il faut toujours des gens qui sortent d'horizons un peu différents, mélanger un peu. C'est pas bon qu'on ait des hauts fonctionnaires qui sortent tous du même moule, des grandes écoles d'administration, de ce que j'appelle la bourgeoisie d'administration, hein, qui se fréquentent entre eux, qui se marient entre eux, c'est un milieu complètement fermé, qui ne connaît pas du tout le monde de l'entreprise et qui ne connaît pas le terrain d'ailleurs. Voilà. Sinon, j'ai été visionner tes vidéos là. Sur les tombes, parce que moi j'aime bien les cimetières aussi. Tu es bien le seul à t'intéresser encore à Raymond Souplex, hein, dis donc, au cimetière de Gentilly. Là, je connais Gentilly, c'est pas une ville riche, hein. C'est étonnant qu'ils soient enterrés là-bas, parce que c'est une ville assez pauvre, Gentilly. Peut-être il était peut-être originaire de là-bas, mais Raymond Souplex, c'est quelqu'un, un comédien, un chansonnier après-guerre, qui a été très connu, hein, très connu. Maintenant, complètement oublié, mais la plupart des artistes d'après-guerre, la plupart des artistes sont complètement oubliés, on est très vite oubliés sur Terre. Mais il a été très connu parce qu'il a eu un rôle dans une série policière qui s'appelait Les 5 dernières minutes, qui était diffusée sur la seule chaîne de télévision dans les années 50 et 60 en noir et blanc. Grâce à toi, je l'ai vu au cimetière de Montparnasse. Chirac, je l'ai croisé un jour à Paris. Il était maire de Paris, hein. Il n'était pas président à l'époque. C'était un bel homme, grand et lancé. Il avait énormément de charme. Il serrait la main à tout le monde. Ah, il n'était pas fier, il n'avait pas d'ego. Chirac était un président qui n'avait pas d'ego, contrairement à Mitterrand. Il n'avait pas d'égo, il serrait la main à tout le monde. Bon, c'était un tueur en politique, mais il était très chaleureux avec les gens. Il y avait sa femme, des chansons magnifiques. Mais Charles Trenet, au bout d'un certain âge, il n'a plus rien fait. Hein. Beaucoup d'artistes, c'est Frédéric, beaucoup d'artistes, au bout d'un certain âge, ils se répètent. Ils ont tout donné, ils ont tout craché dans tous les genres. Il a chanté Douce France sous les Allemands, quoi.
Ah ouais. Douce France, ça c'est fort quand même. Hein. Ouais. Douce France, cher pays de mon enfance. Ouais. Il chantait ça sous l'occupation allemande. Ouais. C'était... Non, mais il a pas chanté pour les Allemands. Oui, justement, on avait accusé d'avoir chanté pour les Allemands, mais chanter Douce France, en fait des Allemands, quand tu connais la chanson, Douce France, cher pays de mon enfance, une chanson nostalgique de la France sous l'occupation. Franchement, le respect quoi. Après, il y en a certains qui ont bavé sur le fait qu'il aurait eu des phrases. Bon, il n'a pas été résistant, c'est sûr, mais enfin, tu sais, il faut. Non, moi, j'ai connu la génération de mes grands-parents qui avaient eu 25-30 ans au début de la guerre. Aucun n'avait été résistant. Hein. Aucun collabo, heureusement, mais aucun n'avait été résistant. La plupart des Français, ils ont subi. Hein. Ils ont essayé de survivre. Voilà. Tu sais, les résistants, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Et tu n'as pas l'impression qu'on a vécu une époque assez proche lors du Covid et de tout ce que nous avait imposé? Non, on n'a pas. Ouais, c'était pas allé aussi loin, Non, mais ça y ressemblait elle un n'a pas peu quand subi même. une invasion, une guerre quand même. Hein. Mais bon, c'est vrai que... Merci. Ah, merci à toi. De toute façon, moi, Merci. c'est sans doute la raison principale de mon engagement auprès des Gilets jaunes, c'est qu'il faut lutter contre le bourrage de crâne. Hein. On a des gens qui ont accaparé tous les médias, qui font un bourrage de crâne, voilà. Mais ce qui a toujours existé, hein, il a toujours existé. Mitterrand, c'était comme un des bons côtés de Mitterrand. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de bien à la France, mais Mitterrand, il a libéré l'information. Il avait libéré les radios libres. Ah oui, parce que du temps de Giscard, attention, tout était... Du temps de Gaulle, c'était hyper... J'ai une grande admiration pour le général, mais du temps du général, il avait cadenassé toute l'info, hein, notamment l'ORTF. Hein. Les journaux étaient un peu libres, mais l'ORTF, la télévision était cadenassée par le général et par Alain Pierre-Fitz, au ministre de l'Information. Giscard, ça a été pareil, l'information était cadenassée. L'époque de Bedos, Coluche, c'était pas facile pour eux. Hein. Ils étaient fliqués, surveillés par la police. Hein. Et c'est Mitterrand, c'est un des bons côtés de Mitterrand, comme quoi rien n'est simple. Il a des bons postes de commande au niveau de... Le Thierry Legrand, il a quand même bien souffert. Oui, attention, c'était pas parfait. Hein. Mais quand même, il y a eu dans les grands médias. Hein. C'est vrai que Coluche a pu émerger grâce à lui aussi. Oui, bien sûr, Coluche a pu émerger grâce à lui. Mitterrand lui doit comme... À ce niveau-là, lui et Jacques Lang, quoi qu'on puisse dire sur ces gens-là, ils ont quand même libéré quand même. Il faut se souvenir de l'information avant Mitterrand. Hein. Giscard, l'information de Giscard et sous De Gaulle, hein, mon Dieu, c'était... Et là, c'est à nouveau cadenassé. Avec Macron, ils ont à nouveau cadenassé, avec la mère Arnott qui dirige l'info sur le groupe France Télévisions, c'est complètement cadenassé. J'ai vu récemment, tu sais, pour les 60 ans, les 80 ans du débarquement de Paris. Ah oui, parce qu'ils ont fêté aussi. Mais c'était à la gloire de Mitterrand, j'ai vu 5 minutes, j'ai arrêté. À la gloire de Macron, c'était un reportage à la gloire de Macron. C'est tout, et à croire ce reportage, c'est tous les dirigeants mondiaux félicitaient Macron. C'était c'est tout juste si c'est pas Macron qui avait libéré la France en juin 44, oui, en exagérant un peu. C'est pas le petit père du peuple, par hasard? Non, mais mon Dieu, l'audiovisuel public est complètement cadenassé. C'est du bourrage de crâne, mais c'est pareil. BFM cadenassé, LCI pareil, cadenassé. On l'a vu lors du Covid, on l'a vu lors de la guerre en Ukraine. Hein, en plus, quand on sait, je ne défends pas, bon, tous ces sujets sont complexes, je ne défends pas l'invasion russe en Ukraine qui n'est pas défendable, mais enfin, il faut arrêter de faire passer l'Ukraine pour le bon élève du monde. L'Ukraine est réputée depuis très longtemps comme un des États les plus mafieux du monde. Beaucoup de tueurs à gages sont ukrainiens. Non, depuis très longtemps, les grandes organisations internationales anticorruption ont désigné l'Ukraine comme un des pays les plus mafieux du monde. Tous les milliards qu'on donne à l'Ukraine, je crois que malheureusement, il y en a beaucoup qui doivent partir dans la poche de Zelensky, des dignitaires du régime ou de mafieux divers. Hein. Mais c'est pareil dans certains pays, dans d'autres pays du monde. Hein. Mais l'Ukraine est réputée pour un des États les plus mafieux du monde. Mais ça, on ne le dit pas. Les grands médias ne le disent pas. Hein. Voilà, donc il faut penser par soi-même, il faut essayer de penser par soi-même, se cultiver, construire, s'informer à plusieurs sources, c'est ça qui est le plus important. Voter à droite, voter à gauche, c'est bien, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, à l'extrême 100%. Il faut s'informer à plusieurs sources, mais il faut avoir le temps et la volonté pour ça. Et douter aussi. Hein? Douter, parce que
il y a des tas Et douter de soi-même aussi. Douter de soi-même, bien sûr, on peut se tromper, hein. On peut se tromper. Il y a des tas de gens dans l'histoire de l'humanité qui se sont trompés de bonne foi. Et puis tu as des gens qui se repèrent par rapport à leur époque, par rapport à ce qu'ils ont connu. Mais les époques changent parfois. Les époques changent et ce qui est valable à une époque ne l'est plus à une autre. C'est compliqué, on peut douter de soi-même, on peut se tromper, hein. Des tas de gens se sont trompés, puis on peut être dépassé. Le général de Gaulle, j'ai énormément de respect pour le général, mais à la fin de son deuxième mandat, il était dépassé, hein. Il avait quand même traversé deux guerres, le général, hein. Et puis à l'époque, à 80 ans, on était un vieux, c'est pas comme maintenant, hein. Il y a des tas de gens des tas d'artistes, de grands chanteurs. Charles Trenet, j'adorais, mais les derniers concerts, il était assis sur une chaise, c'est pas possible. Des tas de grands artistes, de grands hommes politiques, qui à la fin de leur vie étaient dépassés, ou se sont trompés, étaient dépassés, parce que voilà, c'est comme ça, on n'est que des êtres humains, on n'est pas grand-chose sur Terre, hein. Voilà. C'est vrai, ouais. Voilà. Merci. Hein. Merci Frédéric. Merci à toi.